Bonjour Franck. Bonjour. Il y a Marina avec nous. Bonjour Marina. Donc aujourd'hui, tu nous proposes Bonjour un à sujet tous. sur les plantes annuelles. Voilà. C'est la période où on reçoit les plantes du centre de production de la ville de Paris, à Rungis. Alors on y était ce matin, Et figure-toi. ben voilà. Donc les plantes qui produisent là, donc là les plantes annuelles, hein, elles vont remplacer les bisannuelles. Donc je vous montrerai tout à l'heure en amenant la jardinière sur la terrasse. De la D'accord. terrasse, la vue des massifs. Tout ça, c'est des plantes qui vont servir pour fleurir les plates-bandes dans les parcs et jardins de la ville de Paris. Moi, je m'en sers au niveau de la maison de jardinage pour fleurir les jardinières D'accord. que je vais mettre sur le bord des fenêtres. Donc toutes les plantes qui sont dans les pots, là, tout ce qu'on voit, Alors, ça vient du CPH. voilà. Le Et Centre de ça, production horticole de la ville. voilà. Alors, celles qu'on voit ici, ce sont les plantes qu'on va enlever. Donc ça, c'était les bisannuelles qu'on a mis en place en automne, début bien. novembre. On va les enlever, donc c'est ce que je vais vous montrer. Et à la place, on va les remplacer par les plantes annuelles, donc qui vont fleurir l'été. Donc là, on voit dans les plantes bisannuelles une encolie, une tiarella, une prime vert qui commence à être en fin de floraison, une pâquerette aussi en fin de floraison. Et là, il y avait une campanule. Donc ces plantes-là, elles sont vivaces, même les Campanule. Non. la campanule, c'est celle-là. Pardon. Les pâquerettes, elles sont les primes verts. Ah, je vais y arriver. La primula. Voilà, c'est celle qui vient en premier, primula. Mais elles sont comment dire, employées comme des bisannuelles. C'est-à-dire qu'avec un cycle de floraison à cheval sur 2 ans. Fleurissent la 2e année et les annuelles fleurissent dès la 1re année, quand elles sont produites. Voilà. Donc je peux faire peut-être un petit rappel sur ce que c'est qu'une annuelle, une bisannuelle, une vivace. Donc une plante annuelle, c'est une plante qui a un cycle de vie sur une année, c'est-à-dire dans la même année, elle ne passe pas l'hiver. Donc par exemple, si elle est semée au mois de mars, elle va fleurir en été, fin d'été, automne, et elle va mourir après, avant l'hiver. Donc en fait, son cycle, alors ce qu'on appelle le cycle d'une plante, c'est de la graine à la graine. On sème une plante, elle donne des graines, on a un cycle complet. Donc une annuelle, au bout de la 1re année, enfin au bout de la fin de son cycle, elle meurt, les graines continuent d'autres cycles. La bisannuelle, c'est une plante qui a un cycle de vie sur 2 ans. Alors ce n'est pas 2 années complètes, hein. Si par exemple je la sème début de l'année, au mois de mars, contrairement à l'annuelle qui fleurit l'été qui vient, la bisannuelle va fleurir le printemps d'après, de l'année d'après. D'accord. Donc elle est à cheval sur 2 ans, enfin sur 2 ans, et elle passe l'hiver. Et une plante vivace, c'est une plante qui a un cycle de vie sur plusieurs années. C'est-à-dire que même si elle va sécher en hiver les parties aériennes, elle va repartir du pied, et donc pas par semis, mais sur le même pied. Très bien. Alors après, il y a des vivaces qui se comportent comme des annuelles, c'est-à-dire que la floraison, elle survient que au bout de la 2e année, ou comme des annuelles. D'accord. Donc c'est pour ça que là je disais, dans les plantes qui sont plantées à l'automne, comme des bisannuelles, on a des vivaces qui se comportent comme des bisannuelles. Donc qui fleurissent au printemps et qui ont été mis en place à l'automne. Voilà, la tiarella. Donc du coup, comme c'est des vivaces, je les récupère, comme l'encolie, qui est magnifique. Vous voyez la floraison de l'encolie en ce moment. Donc ça, c'est une plante qui a été... Donc nous, au niveau de l'utilisation des plantes dans les massifs ou dans les jardinières, l'encolie est employée comme une plante bisannuelle. Elle va fleurir au printemps. Voilà. Et Donc tu vas la stocker quelque part en attendant. Et ben voilà, tu vois, je les récupère en fait. D'accord. Donc là, on a effectivement plein de petites choses qui ont déjà été récupérées Voilà. et qui sont en très bon état. Hein. Alors plus ou moins, tu vois, les pâquerettes, elles ont un peu de mal. Là, il y a des myosotis qui montent un petit peu, tu vois, elles sont en train de monter. Ouais. Mais les encolies, elles sont magnifiques. Donc évidemment, je vais les récupérer. Mais elles ne refleuriront que l'année d'après, l'année prochaine, au printemps. Très bien. Du coup, tu Voilà. vas changer tout ton substrat dans Alors voilà, ta jardinière. ça, les jardinières en fait, donc ça c'était les étiquettes des plantes. Hop, je les remets dessus. La prime vert, elle est là. Hop. Et la
La crête, elle est là. Donc effectivement, comme là, c'est des cultures en fait de 6 mois. C'est-à-dire, à partir du mois de novembre jusqu'à maintenant, les bisannuelles sont cultivées dedans. Donc elles vont ponctionner en fait le substrat. Donc je vais le changer. Donc là, on a un substrat de base. Notre substrat de base en jardinière, c'est le terreau. Alors là, c'est toujours un sujet le terreau parce que la majorité des terreaux qu'on trouve, en fait, c'est des mélanges de tourbes. Donc je vous conseille quand même d'essayer de trouver des vrais terreaux, parce que la tourbe, c'est la nature qui la produit. Et donc quand on achète de la tourbe, ben, on favorise la dégradation des tourbières. Hein. Donc c'est pas très écolo, raison on pour va dire. laquelle vous êtes passé à la fibre de coco. Voilà, la fibre de coco est une matière industrielle liée à la production de copra, c'est-à-dire la matière qui est utilisée de la noix de coco, pour faire l'eau de coco, le lait de coco, la noix de coco râpée, etc. Et donc les déchets de la noix de coco, donc toutes les fibres, elles sont utilisées comme de la tourbe en fait, parce qu'elles sont fibreuses, donc elles vont absorber de l'eau et permettre de garder l'eau. Donc là on arrive au fond du pot, je ne sais pas si vous voyez, et donc là on a un lit de billes. Que tu vas laisser que je laisse. Vous voyez, on voit ici. Voilà, je laisse donc ça, c'est le fond de billes d'argile, c'est ce qui va drainer l'excès d'eau qui pourrait subvenir au fond du pot. Donc du coup, j'ai un substrat qui est assez léger, qui est spécial jardinière. Donc dedans, le mélange est déjà fait en fait. D'accord. On voit que c'est très fibreux. Tu ne vas rien rajouter dedans. Donc je ne vais pas rajouter de fibres. Vous voyez, il est très fibreux. Il est assez grossier d'ailleurs, peut-être un peu trop. Mais voilà, je vais remplir ma jardinière avec. Et puis, je vais rajouter le seul élément minéral dont tu as parlé tout à l'heure, qui est le sable. Le sable. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de sable. Que je vais mélanger avec. Hop. Voilà. Et en fait, ben voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre la terre, c'est assez simple. Hein. Jardinière. Voilà. Et le rousson-sel que tu vas replanter, c'est celles qui sont là devant? Voilà, je les ai préparées. D'accord. Donc là, c'est des annuelles. Donc les annuelles, il y a une très grande diversité de plantes, hein, puisque on va élargir aux plantes qui ne résistent pas au froid. Donc du coup, ça élargit la liste par rapport aux bisannuelles, qui sont toutes des plantes qui résistent au froid. Donc du coup, ça permet d'avoir des plantes qui viennent de pays de climat plus doux. Alors on ne parle pas de pays tropicaux, mais souvent de pays méditerranéens, voire subtropicaux. Donc je vous dirai l'origine des plantes. Après, vous verrez qu'il n'y en a aucune de celles que je vais planter qui vient de chez nous. Hop. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme on est en direct, je les poserai à Franck, hein, il essaiera d'y répondre. Pourquoi est-ce qu'on met du sable dans le substrat, dans le mélange? Eh ben, en fait, quand on fait un mélange, les propriétés du mélange, c'est que ça doit nourrir, ça doit garder l'eau, mais ça doit aussi drainer l'excès d'eau. Oui. Parce que si le mélange garde trop l'eau, en fait, il y aura pas, les racines des plantes ont besoin d'air et d'eau. Donc ça permet de faire cet équilibre-là en utilisant deux éléments contradictoires, opposés, la tourbe, ou la fibre de coco, qui va garder l'eau, et le sable qui va drainer l'excès d'eau. Donc ça permet en fait d'équilibrer les deux. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions vraiment sur les plantes annuelles, c'est le moment. Donc excusez-moi de faire du bruit. De les poser, notamment parce que les plantes annuelles, on est bien d'accord Franck, c'est des plantes qu'on peut avoir, évidemment toi dans ta jardinière à l'extérieur, on peut les avoir sur son balcon ou même dans la maison. Non, ah. C'est des plantes d'extérieur. Donc c'est balcon. Ouais. Balcon, fenêtre, au bord de fenêtre. Alors il y a une règle à Paris, hein, c'est de ne pas mettre les jardinières vers l'extérieur. C'est-à-dire vers l'extérieur de la fenêtre, qui pendent dans le vide. D'accord. Il faut les mettre à l'intérieur du rebord de la fenêtre.
Donc les Ça, gens c'est qui pour la suspendent sécurité, en fait. Et les gens qui utilisent des suspensions sur le bord de leur balcon, c'est un danger, quoi. Bah, sur le bord du balcon, vers l'intérieur du balcon. Si ça tombe sur le balcon, mais pas vers l'extérieur. D'accord. Bon, faites attention en tout cas. Voilà. Donc, voilà une jardinière type hein, qu'on va mettre sur un rebord de fenêtre, vers l'intérieur. Et donc, on va composer. Alors, on a des plantes, là, on a, au niveau de la composition, donc, on a plusieurs plantes. Donc, il y a une commande qui est faite 1 an avant, pour que le centre de production ait le temps de la semer, de la faire pousser, donc, etc. Précisément, c'est toi qui commandes tes plantes 1 an avant? Exactement, okay. Par rapport aux compositions que je veux faire. Donc, voilà la liste des plantes que je reçois. Et en fait, ce que je fais, c'est que toutes les plantes là que j'ai utilisées, je mets les couleurs. On a beaucoup. Hein. Et les dimensions, donc la hauteur. Hein. Ah oui, il y a du très grand, il y a du 1m30. Voilà. Ouais, 1m70. Et alors, pas pour les jardinières, hein, mais ça va être utilisé. J'ai des bacs aussi dans la cour qui vont être plantés ensuite. Donc là, c'est pour les jardinières. Donc, vous voyez, j'ai fait un code couleur pour faire mes compositions de couleurs. Parce qu'en fait, il faut que ça soit fait en harmonie. Et donc, on va travailler avec le système des couleurs, notamment des couleurs complémentaires. Donc, en fait, déjà, on a 2 types de couleurs. On a les couleurs chaudes et les couleurs froides. C'est de la peinture. Voilà. Donc, ça, c'est un petit rappel. Hein. Je pense que les gens le savent. Hein. Toutes les couleurs chaudes, elles vont du rouge-violet jusqu'au jaune, en passant par le rouge, les rouges orangés, orange, jaune, on voit bien. Jaune orangé. Et tout ce qui est couleur froide, c'est tout ce qui est bleu-vert. En fait, du violet, en allant jusqu'au jaune-vert, donc au vert très clair, en passant par le bleu-violet, bleu, vert. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître, en fait, pour après, ensuite, associer les couleurs. Donc on peut reprendre ce petit schéma et appliquer un triangle qu'on va tourner pour associer 3 couleurs, par exemple. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais le mettre comme ça. Voilà. D'accord. Donc aux extrémités du triangle, on trouve les 3 couleurs associées. Voilà. Par exemple, là, on peut associer je vois rien du tout. Et par exemple, aujourd'hui, avec la plante que tu as ici. De l'ocre avec du mauve et du turquoise, pour aller dans le détail. Ouais. Mais ce qui est important de savoir, c'est quelles sont les couleurs complémentaires. Donc, par exemple, les couleurs complémentaires, pour faire plus simple qu'un triangle, associer 2 couleurs, c'est les couleurs qui sont opposées sur la roue des couleurs. Donc la roue des couleurs, elle a été créée spécialement pour qu'on associe les couleurs opposées. Il y a 2-3 personnes qui nous ont rejoints pour eux, donc on est en direct de la Maison du Jardinage à Paris, avec Franck qui nous parle des plantes annuelles et de la manière de rempoter et de composer en fait, puisqu'au-delà du travail technique, des gestes techniques, il y a une démarche artistique, hein, on peut dire ça? Oui, forcément, oui. Et oui. Enfin, il faut associer les choses, il faut que ça soit harmonieux, en fait. Hein. C'est le principe du jardinage aussi. Hein. Bien sûr. Par exemple, dans un jardin, les paysagistes, ils travaillent dans un cadre, en fait. Il y a un cadre. Quand on crée une scène, donc on est bien dans des créations artistiques aussi. Donc voilà, là, je fais une composition. Donc, ce qui va compter, c'est l'association des couleurs, mais aussi comment je vais associer les formes, les différentes formes entre elles, les volumes et les hauteurs. D'accord. Donc là, par exemple, au niveau des couleurs, pourquoi en fait dans ma liste je mets les petits points de couleur comme ça? Parce que quand je les reçois, elles ne sont pas forcément en fleurs, hein, puisque c'est des floraisons qui vont arriver à partir du mois de juin et tout l'été, jusqu'au mois d'octobre. Donc ça te permet de savoir en gros le tableau que tu vas avoir sur ta jardinière. Donc comment je passe? Là, la difficulté, c'est un rouge pétant comme ça. Ouais. Il faut que je l'associe avec des couleurs. Alors c'est bien d'avoir le tableau. Bon, après on a l'habitude. Là, on a un blanc. D'accord. Donc là, du coup, j'atténue le rouge. Hein. C'est l'ostéospermum, c'est ça? C'est l'ostéospermum eclonis, donc de la famille des astéracées. Celui-là, il est blanc. L'ostéospermum, c'est une plante d'Afrique du Sud. Au départ, qui vient d'Afrique du Sud, et qui va du blanc en passant par le rose mauve jusqu'au violet. Ensuite là, j'associe avec un gazania, qui est aussi une plante. Alors celui-là, il est blanc. D'accord. Donc voilà, je tempère. Alors normalement, voilà, en regardant les couleurs, en fait, je vais. Celui-là, là j'ai des jaunes en fait. Là, j'ai 2 jaunes, là 2 blancs. Donc je peux croiser. Hein.
Alors je vais aussi faire les plantations par rapport à la hauteur, comment ils vont se développer. Parce que là, quand elles sont comme ça, elles ne sont pas forcément à leur développement maximal, aussi bien en hauteur qu'en largeur et au niveau de la floraison. Donc je sais que la sauge, elle a tendance à monter, elle va prendre une certaine hauteur. L'ostéospermum aussi va monter, mais il va s'étaler un petit peu aussi. Le gazania, les feuillages vont en fait s'étaler comme ça, il va prendre de la largeur. L'hélioméris, il va s'étendre. Et l'œillet d'Inde, alors celui-là c'est Tagetes erecta, qu'on appelle l'œillet d'Inde ou la rose d'Inde. Parce que ce qu'on appelle l'œillet d'Inde, c'est la Tagetes patula. Là, c'est Tagetes erecta. Et là, on a ce petit mot-là avec 2 traits comme ça s'appelle un cultivar. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un cultivar? Justement, alors avant le cultivar, tous ces noms que tu donnes aux plantes, qui sont souvent constitués de 2 mots distincts, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi correspondent les 2 mots qui nomment la plante? Alors, ça correspond au genre et à l'espèce. Donc, en fait, au-dessus de ça, tu as la famille, tu as les différentes familles, ouais. Et dans chaque famille, tu as un nom de plante. Ça, c'est le nom de genre, Tagetes erecta, le nom de genre, d'espèce. Donc, en fait, plus on va par là, plus on va vers l'individu, la plante qui est là. Donc, dans la nature, en fait, tu as la famille. Alors, tu as tout ce qu'il y a au-dessus, mais on va partir de la famille. La famille, le genre, l'espèce et la variété. D'accord. Et quand la variété a été créée par l'homme, on appelle ça un cultivar. Mot cultivé. Voilà. Très bien. Voilà. Donc maintenant pour la plantation, alors quand on a un substrat très fin, enfin très léger comme ça et qui se manipule bien, on peut quasiment planter à la main. Mais sinon on emploie cet outil que vous reconnaissez. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un le reconnaît. Qui s'appelle un... Alors, avec le temps, avec le lag qu'on a, est-ce que quelqu'un reconnaît cet outil? Donc en attendant la réponse, je vais utiliser cet outil et voilà. Donc au niveau des plantations, en fait je fais le trou comme ça, donc je plante, ouais. Et je tire et je mets ma plante juste au bord comme ça. Comme ça, dès que le trou est fait, ça ne retombe pas et hop, je la mets au fond. Tu la glisses. Et elle a la bonne hauteur. Voilà. Vous voyez le mouvement? On va te regarder refaire une deuxième. Alors du coup, je remets le substrat autour comme ça. Je tasse à droite. Et juste avec les 2 doigts comme ça, ouais. J'enlève ça, ça gêne. Hop. Hop, ouais, voilà. Tu appuies avec les 2 doigts. Donc là, je mets à côté. Donc là, du coup, après, je mets l'étiquette. La sauge, ça c'est une sauge, sauge herbacée, on va dire, puisque tu as les arbustes aussi. L'étiquette. Pardon? Tu l'enlèves l'étiquette à un moment? C'est-à-dire Non, là, moi, je laisse les étiquettes parce que comme à la maison du jardinage, en fait, on est un pôle ressources, ça permet aux gens de reconnaître les plantes et de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans une jardinière, par exemple. Donc là, par exemple, je vais faire la même chose, mais avec la main. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu un transplantoir. Exactement, bravo. Bravo. Super. Alors, je ne sais pas si c'est un habitué. C'est Gourmande66 qui répond à un transplantoir. Eh ben, bravo, c'est ça. Alors nous ici, on appelle ça une houlette aussi. C'est un terme, c'est un terme un peu particulier aux jardiniers. Je ne sais pas si c'est ailleurs aussi comme ça. Hop, voilà. Donc vous voyez là, en plantant avec la main, bah, je fais pareil quoi. Ouais, tu fais pareil. Là, je vais reprendre donc le transplantoir ou la houlette. Hop. Et vous voyez, en fait, pour que la terre ne glisse pas, je ne vais pas faire ça, mais je vais tirer. C'est ça. En fait, le but c'est ça. Et en la mettant tout de suite là, hop. Voilà, ça se fait très vite. Nickel. Ouais, en sachant, coup de main, hein. Voilà, en sachant que mes collègues jardiniers qui travaillent dans le parc de Bercy, on va voir vite fait à la fin du live les massifs. Hein, on va aller sur la terrasse si on a le temps. Et vous verrez la grandeur des massifs. Donc ils n'ont pas le temps de faire tout tranquillement. Et ça c'est intéressant. Il y a un coup de main en fait. Et on verra que les espèces qu'on a en jardinière correspondent aussi aux espèces en Exactement. massif. C'est très intéressant. Voilà. Tiens, tu as le bonjour de nos collègues des Serres d'Auteuil. Ah, bonjour. On a un collègue qui nous regarde, qu'on connaît, avec qui on a fait un live. Je tairai son nom pour des raisons de confidentialité. Mais on salue tous les collègues d'Auteuil. Eh ben, bonjour aux collègues d'Auteuil. Si je te dis Bertrand. Oui, voilà. Bonjour Bertrand. Bon, j'entame pas le dialogue, hein, parce que ça sera avec plaisir. non, on est en direct.
Donc voilà, là, l'ostéospermum. Et donc celui-là, l'œillet d'Inde, je vais le mettre comme ça, voilà, à la main. Donc je détaille en fait, mais c'est très simple. Hein. Ouais. Il faut avoir le petit coup de main pour le faire rapidement. Et voilà, la jardinière est faite. Très bien. Donc là, j'ai étiqueté tout. Et ça, c'est une culture qui va rester jusqu'à l'automne prochain. Donc ça va passer l'été, ça va fleurir. Donc la sauge est déjà en fleurs. Donc au niveau de ce qui m'intéresse aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'où viennent ces plantes. Donc par exemple, cette sauge-là, Salvia splendens, donc on a aussi un cultivar qui s'appelle Sahara. Normalement, la Salvia splendens, Salvia ça veut dire qui sauve, donc c'est une plante médicinale à la base, hein. On connaît la sauge officinale qui est un arbuste qui a tendance à se lignifier. Les sauges décoratives qui sont utilisées en annuel, dans son pays d'origine, c'est une plante vivace. Mais c'est un pays chaud, elle vient du Brésil. Bon, le cultivar Sahara, il est cultivé dans des serres, hein. C'est une plante horticole, donc il n'y a plus d'origine naturelle. Là, au niveau botanique, on n'est pas sur une plante botanique, on est sur une plante de production. Mais son origine, à la base, c'est le Brésil. Donc c'est pas du tout le même climat, quoi, Effectivement. que ici. Ah. Donc l'hélioméris. Il y a une question? Ah, oui, j'ai une question. Alors j'ai une question effleurage ou pas avant la plantation. Chacun ses préférences. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? L'effleurage, c'est-à-dire enlever les fleurs. Alors c'est le collègue d'Auteuil qui pose la question. Oui, alors après c'est pourquoi on effleurerait, parce qu'en fait on vient de planter, on vient de mettre en place une plante, donc son énergie elle doit être utilisée pour s'enraciner. Donc effectivement, si là elle a commencé à fleurir, elle va utiliser d'un côté l'énergie pour fleurir, enfin sa sève, etc. Et de l'autre côté, il faut qu'elle s'implante. Donc c'est pour ça qu'on pourrait faire un effleurage en fait. Au niveau de, quand on fait les plantations, alors bon, ça c'est un choix en sachant que c'est des plantes qui sont de culture courte. Hein. C'est pas des plantes qu'on va laisser en place. Et puis en plus, elles sont très soignées puisque les massifs sont préparés. Il y a une fertilisation naturelle qui est faite au niveau de la préparation du sol, donc elles ont les meilleures conditions pour pousser. Mais je pense que voilà, l'effleurage, ça serait pour permettre à la plante de bien redémarrer, parce que c'est toujours un choc en plus. Pour le coup, là, il n'a pas été nécessaire. Non, moi je la garde comme ça, je le fais pas moi. D'accord. Parce que comme ça, j'ai déjà des fleurs dessus. Mais effectivement. Ok. C'est un. Non, mais après, le collègue nous dit c'est une question de choix. Hein, oui, c'est ça, exactement. Super, donc voilà. Tu voulais nous alors, montrer, je ne sais pas combien de temps il reste. Je voulais juste montrer autre chose parce que là, on a parlé des associations de couleurs, mais on peut aussi travailler dans des compositions. Je vous ai préparé une autre composition sur les camailleux. Donc le camailleux, c'est un dégradé d'une teinte. Donc là, on va dans des teintes du violet au bleu. Ah oui. Donc c'est un dégradé de bleu. On commence à voir des choses là, un petit bleu, un bleu très clair, quelque chose de un peu plus mauve. Et là, on va sur du violet. Voilà. Et donc là, il y a l'héliotrope qui fleurit bleu. Oui. Le plectranthus qui fleurit bleu, mais qui est surtout utilisé pour son feuillage qui est panaché, blanc et vert. Et là, on a le même œillet qui fleurit blanc, c'est le cultivar Vanilla. Ouais. Donc voilà, donc du coup là on associe des couleurs de même teinte. Bon, le blanc il rééquilibre un peu tout ça, parce que sinon ça serait très bleu. Mais là on va plus travailler en fait sur les camailleux. Très bien. C'est les deux solutions, couleurs complémentaires ou camailleux. D'accord. Voilà. C'est bien. Ça permet d'avoir quelque chose qui ne pique pas les yeux quand on le regarde. Exactement, quelque chose qui soit harmonieux. Donc juste après, quand on a fait ça, on a étiqueté, la dernière chose à faire. Arroser peut-être. Voilà, hein. On va arroser. Alors normalement, moi j'arrose pas dans la serre parce qu'après ces jardinières-là, je vais les amener au bord des fenêtres. Mais là, c'est pour montrer en fait comment on va arroser et on va plomber. Donc ça, le plombage, c'est ce qui est fait aussi dans les massifs à l'extérieur. Donc plomber, en fait, c'est amener de l'eau au pied de la plante. Voilà. Et c'est le poids de l'eau, en fait, qui va mettre en contact la motte de la plante, donc son système racinaire,
D'accord. avec le sol, avec le substrat. Ok. Voilà. Et on voit que le poids de l'eau, en fait, colle la terre. Ouais, bah oui, on voit que le niveau descend. Ouais. Tu vois. Donc ça s'appelle le plombage. Voilà. Oui, ça vient Ensuite, en complément du fait de tasser avec les doigts. Voilà. Normalement, le plombage suffit. Quand on plante dehors, on plombe. D'accord. On tasse pas forcément à fond avec les doigts comme ça. Ok. Donc ensuite, ben, je mouille le substrat dans son ensemble, parce que c'est aussi le substrat en lui-même qui va être la réserve d'eau. Hein. À chaque fois que j'arroserai ma jardinière, j'arroserai le substrat, c'est-à-dire tout le volume de terre qu'il y a dans la jardinière. Et voilà. Donc la terre est complètement détrempée. Alors, pas détrempée, Elle semble très mais mouillée. j'ai tout humidifié, c'est-à-dire tout le volume de substrat est humidifié. De toute façon, Voilà. avec le mélange que tu as fait, s'il y a un excédent d'eau, il s'évacuera. Voilà, exactement. Ok. Tu voulais Donc, nous juste montrer les... pour finir, donc, du coup, on va aller, voir parce qu'on y va assez peu là-haut. En fait, ce qui est fait au niveau des jardins. Je rappelle à tout le monde, hein, pour ceux qui nous ont rejoints et qui ont raté le début de l'émission, Voilà. on est au parc de Bercy. C'est là où vous trouverez la maison du jardinage. Donc voilà les vagues Ouais. qui sont des plates-bandes en fait. C'est là que tu plantes. Donc là, alors c'est pas moi, hein, c'est les jardiniers du parc. Ouais. Donc voilà, on voit sur toutes les vagues, là, elles ont été nettoyées les semaines dernières. Le sol est préparé pour pouvoir être planté facilement, donc il faut le décompacter, l'affiner, le griffer, l'égaliser. Et ensuite, les plantes arrivent. Donc là, elles sont arrivées pour le parc mardi dernier, mardi de cette semaine. Et donc elles ont été plantées toute la semaine, là, donc tout ça s'est planté. Donc vu la superficie, tu n'as pas trop le temps de t'attarder sur... voilà. Donc si tu as le bon geste, en fait, plus le geste est rapide et précis, moins la plante souffre. Tu tripotes pas trop la plante, la motte de terre, etc. Donc voilà. Tu disais, je crois que c'est toujours un petit peu un traumatisme pour une plante, un replantage. Oui, c'est pas son... Alors après, c'est des plantes qui sont produites pour ça, donc... Mais on se doute bien qu'une plante, elle n'a pas l'habitude de se déplacer. N'hésitez pas à reposer les questions, on va regarder régulièrement, on les posera directement à Franck. En attendant, eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis. Franck, je te remercie de la qualité de ton accueil. Merci. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci, bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.